Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur ce numéro de votre émission dominicale Zone Franche de Canal 3 Télévision. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur deux enjeux majeurs pour l'avenir de notre pays, notre souveraineté économique et la place centrale de nos femmes dans le développement. Entre les discours incitatifs et la réalité de nos marchés, le Made in Bénin peine encore à s'imposer dans nos habitudes. Comment transformer ce slogan en un véritable réflexe patriotique et économique? C'est une question que nous nous posons ce dimanche matin. Et alors que le Bénin s'apprête à célébrer ses 66 ans d'indépendance, quel regard poser sur la trajectoire de la femme béninoise, des mythiques Amazones aux légendaires Nana Benz jusqu'aux figures politiques et économiques d'aujourd'hui? Eh bien, la jeune féminine est-elle enfin soutenue à la hauteur de son impact réel? Pour répondre à cette question sans langue de bois, qui mieux qu'une femme? Et justement, nous en avons trouvé une. Nous recevons une personnalité au cœur de ces combats. Elle est experte en ingénierie sociale, entrepreneuriat et genre, députée à l'Assemblée nationale et membre de la commission éducation, culture, emploi et affaires sociales. Docteur Émilie Thibouté-Sama, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je ne serai pas seul à conduire cette émission. Je suis avec Éric Guédénon. Éric, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounou. Docteur Émilie Thibouté-Sama, bonjour. Bonjour. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, expert en ingénierie sociale, entrepreneuriat et genre, membre de la commission éducation, culture, emploi et affaires sociales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. On peut aisément constater à travers vos multiples publications, mais aussi vos prises de parole riches en références littéraires, que vous aimez beaucoup tout ce qui est local. Alors dites-nous, d'où tenez-vous cet attachement assez fort à la chose locale? Merci déjà pour l'invitation. Pour ceux qui me suivent depuis au moins 2 décennies, et c'est un combat quotidien que je mène, qui est devenu aujourd'hui, au-delà d'un engagement politique, une passion pour le développement. Et à ce titre, en tant que député aujourd'hui, j'ai une plus grande tribune, n'est-ce pas, pour faire porter cette voix du consommé local. Ça, on le voit assez régulièrement, en tout cas à l'Assemblée nationale, à travers les images. Vos prises de parole sont assez fortes de sens. Lors du débat d'orientation budgétaire 2026 tenu le mercredi 24 juin à l'Assemblée nationale, vous avez formulé plusieurs recommandations visant à renforcer la promotion des productions béninoises. Votre intervention a porté notamment sur 3 secteurs clés. Nous avons le tourisme intérieur, l'habillement et les industries culturelles. Vous avez dit, je cite, « Je suggère que dès que les autorités partent en vacances, qu'elles aillent visiter le Bénin plutôt que de s'envoler pour les Agones. » Vos collègues seront d'accord avec vous? Mais tout à fait. Je peux vous faire une confidence. Juste après, et puis hors caméra, j'ai eu beaucoup de félicitations. Vous savez... Est-ce que ce n'est pas teinté un peu d'hypocrisie? Parce que nous connaissons l'habitude ou l'appétit de nos acteurs politiques à vouloir visiter les pays de l'Occident. Vous savez, les Chinois ont l'habitude de dire que le plus grand et le plus long voyage commence par un pas. Et puis la plus grande révolution commence toujours par un groupuscule d'individus, ou alors même, comme vous le savez, on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle annonce le printemps. Vous savez, quand on voyage et qu'on va, par exemple, à Paris et qu'on prend une photo de la Tour Eiffel, que faisons-nous comme promotion? Que là-bas c'est beau, n'est-ce pas? Alors qu'on peut faire la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas ambition à construire ou à co-construire notre développement? Vous savez, parfois, juste même à la commune d'à côté, on ne connaît pas. Mais on peut mieux vous parler des autres pays, de tout ce qu'ils ont comme monument, de tout ce qu'ils ont comme site touristique, alors qu'au même moment, on parle du développement endogène, sachant bien que le tourisme est un levier de développement, un levier de croissance, et que le tourisme domestique peut faire générer autant d'emplois que de richesses. Et à ce titre, il m'était apparu important d'attirer notre attention sur le fait que quand nous prenons les vacances,
qu'une partie de nos vacances se passe chez nous. Parce qu'au-delà des agrégats macroéconomiques, quand on parle de l'attractivité du Bénin, quand on va dans des grands séminaires et dans des grandes réunions, il est important qu'on puisse dire aux gens, mais venez visiter chez moi. Parce que nous avons l'île aux oiseaux. Venez visiter chez moi parce que nous avons le circuit du Fonio. Venez visiter chez moi parce qu'il y a les tatas. Venez visiter chez moi parce qu'il y a le royaume d'Abomey, il y a le temple des Pitons, etc. C'est à nous de vendre notre pays. Et quand vous ne connaissez pas votre pays ou quand vous ne connaissez pas un produit, dites-moi comment vous le vendez. Alors, mais quand vous vous attaquez à vos collègues députés à l'Assemblée nationale sur le principe de ne plus voyager à l'extérieur et de rester au pays, est-ce que vous ne simplifiez pas le problème? Est-ce que ça n'est pas plus profond que ça? Parce que même le plus jeune, justement, qui est peut-être au cours primaire et au collège, a envie d'aller à l'extérieur. Exactement. Déjà, je ne m'en prends pas à mes collègues. Il faudrait que je rectifie ça. J'attire l'attention que le développement se co-construit et que même le jeune qui est là, à chaque fois que nous montrons que ce qui vient de l'extérieur ou ce qui est à l'extérieur, bon, ça veut dire que nous construisons le développement des autres. C'est pareil, hein, quand on switch un peu sur le consommer local de façon générale. On va y arriver, et cela part de l'éducation. Pendant longtemps, nous avons été extravertis. Tout ce qui vient de l'extérieur est beau. Qu'il s'agisse des produits que nous consommons, qu'il s'agisse de voyager. Et on en a fait d'ailleurs un mythe, disons qu'on en a fait une chose élitiste. Quand je voyage, je prends des images au niveau de l'avion, je prends des images dans des grands restaurants pour montrer que, entre griffes, je suis Akaoué, je suis élite. Vous aurez souhaité que ça soit quoi? Des images de notre haricot d'ici, le waché, le toubani, que ça soit ça. Mais tout à fait. Et puis, peut-être que ça va vous paraître banal, mais quand je parle du waché, je vais déjà de la culture du haricot. Donc, quand je vais au champ du haricot, peut-être que moi, je l'ai connu, je suis allée au champ, mais il n'y a rien de plus beau, parfois même de plus excitant d'être au contact de la nature. Vous allez vous semer, puis vous cultivez et vous préparez. Et ça, le atassi, c'est un bon mets. Peut-être qu'il faut donner des noms exotiques pour pouvoir attirer les gens. Les gens, peut-être de grands cuisiniers, mettront ça dans un restaurant qui vendrait le plat ordinaire que la bonne dame vend peut-être à 200 francs, ils vendraient ça à 5000 francs et à 7000. Et les mêmes que nous sommes iront acheter parce que c'est dans un endroit exotique. Donc vous voyez, oui, et j'attire l'attention sur cela. Ce que nous produisons, personne ne peut le faire. Vous savez, Guy Serbeau disait qu'on ne développe pas, on se développe. Et dès lors qu'on aurait compris le modèle économique qui va servir à nous-mêmes, eh bien, nous allons avancer en sachant qu'on met au cœur de la dynamique ce que nous produisons et ce que nous consommons. Puis après, nous pouvons parler de l'exportation. Oui, nous allons faire un petit bilan. Depuis que vous avez fait ces recommandations à l'Assemblée nationale, nous allons voir si ça a eu un écho. Le 15 juillet, vous êtes entré en vacances, n'est-ce pas? Combien de vos collègues sont déjà venus dans la Takora ou que vous avez rencontrés dans le Borgo, en dehors de ceux qui sont peut-être de la zone? Est-ce que vous en avez vu qui sont en train de passer quelques jours de ces vacances-là? Pour aller à la découverte de nos localités à l'intérieur du pays. Oui, je vous dirais, ça serait là bientôt parce que nous sommes justement en train de vouloir lancer un hashtag Benin First. Et donc, vous allez voir bientôt les honorables députés qui vont poster, n'est-ce pas, leur image à côté des endroits emblématiques, des endroits qu'ils ont visités et montrer donc le chemin. Vous savez, comme je l'ai dit, ce n'est pas une imposition. Nous sommes en démocratie, mais j'attire l'attention une fois encore sur le fait que l'idéal serait qu'on montre le chemin. Et moi, d'ailleurs, je m'apprête pas seulement à aller dans la Takora, mais à faire un tour avec un certain nombre de mes collègues. Et vous aurez les images. Nous faisons... On voudrait vous accompagner, on ne voudrait pas voir les images. Mais avec plaisir. On ne vient pas faire uniquement que de la rhétorique. On veut montrer
veut passer à l'action entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et c'est justement pour ça que j'attire l'attention. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, voyagez, créer autour de vous ce qu'il faut pour pouvoir inciter à la consommation et ne pas le faire. Il faudrait qu'on donne l'exemple. Et je crois que dans mon message, j'ai dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et nous allons le montrer, nous allons le démontrer. Et vous allez voir bientôt. Et la mayonnaise va prendre. Parce que les anglophones disent « leaders are servants ». Donc les leaders sont des serviteurs. Et quand on voit le leader poser des actes, évidemment, ça incite à aller dans le même sens. Et il nous paraît très important aujourd'hui, plus qu'hier, dans cette dynamique de territorialisation du développement, qu'on puisse accompagner également nos élus locaux, nos autorités communales dans cette dynamique et que dans une co-responsabilité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, aussi bien les citoyens à l'ANDA que les différentes autorités, qu'on puisse adhérer à consommer et à voyager dans notre pays. Je lui ai dit, vous allez par exemple, si vous voulez vendre Canal 3, il faudrait que vous maîtrisiez ce que Canal 3 fait comme différentes émissions. Autrement, les gens ne viendraient pas. Donc, cette attractivité-là, il faudrait maîtriser les contours. Et si on ne maîtrise pas les contours de nos différents sites, de nos différents produits, évidemment, on ne peut pas attirer les gens. Alors, comment vous expliquez ce retard dans cet éveil, dans cette prise de conscience? Les endroits que vous citez ont toujours existé. Comment se fait-il que vous soyez, par exemple, aujourd'hui la seule à porter cette voix au sein d'un Parlement d'une centaine de députés? Je ne pense pas que je sois la seule. Quand vous faites attention, c'est de votre bouche. Voilà, c'est de votre bouche que nous avions entendu ce cri de cœur. Peut-être que j'ai eu l'audace d'en parler à haute voix. Donc, et si vous le dites avec cette problématique, c'est parce que vous avez constaté que vraiment, nos autorités ne donnent pas le bon exemple. Il n'y a pas l'image de nos autorités qui accompagnent ce que vous dites. Non, je ne dirais pas ça. Beaucoup voyagent. Peut-être que maintenant, il va falloir prendre des images. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. Nous sommes à l'ère du numérique pour que l'image aussi puisse voyager. Et donc, si nos autorités vont à l'intérieur du pays, vous savez, quand on veut parler de nos politiques publiques, quand on veut parler de certaines mesures, nos autorités vont, n'est-ce pas, rencontrer les populations. Peut-être que pendant ces différentes tournées, qu'il serait important de pouvoir faire escale dans certains sites pour dire, au-delà des forums, au-delà des séminaires, au-delà des rencontres politiques, il nous faut absolument visiter d'autres endroits. Donc, je pense que c'est juste cette dynamique-là qu'il faudrait porter pour que le public en sache plus. Sinon, je vous dirais que, par exemple, le local est très bien porté par beaucoup, et je dis beaucoup de députés, bien avant que je ne vienne. Et d'ailleurs, au niveau de l'administration parlementaire, les huissiers, une fois par semaine, portent le Made in Bénin. Et vous pensez que c'est un grand sacrifice, une fois par semaine? Non, je vous dis. De lundi à dimanche? Mais j'ai dit c'est un sacrifice à saluer? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour des gens qui ont été pendant longtemps dans une dynamique de portée. Je ne veux pas vous indexer, veste et cravate. Donc, quand vous ouvrez votre garde-robe et que déjà on peut avoir 10 à 20% du Made in Bénin, c'est déjà un pas. Imaginez un instant, nous sommes 14 millions d'âmes, n'est-ce pas? Quand on prend 10% de la population, ça vous fait 1,4 million. Et si ce 1,4 million ne consomme que seulement une bande du canevas ou bien 1 mètre du batik à raison de 10 000 francs CFA par an, nous sommes à 14 milliards de francs CFA. Et quand vous amenez ça à 20%, cela nous fait 28 milliards de francs CFA. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans une dynamique de changement de mentalité. Et c'est là même le levier à actionner, le changement de mentalité, pour qu'on puisse montrer que ce que nous faisons, c'est de qualité. Vous savez, pendant longtemps, les gens se sont dit, nos tissus sont riches. Les gens se sont dit, il faudrait prendre ce qui est de l'extérieur. Et mieux encore, les gens trouvent même que c'est cher. Et pourtant, quand vous allez dans nos marchés, je ne vais pas citer ce célèbre pain soi-disant africain qui se vend à 80 000, à 100 000, à 150 000, mais
quand des collections sortent, ça part comme de petits pains. Et à chaque fois, je le répète, à chaque fois que nous consommons un produit qui est venu de l'extérieur, eh bien, c'est l'économie de l'extérieur, l'économie du pays d'où vient le produit. C'est cette économie-là que nous boostons, c'est cet emploi-là que nous garantissons. Or, quel que soit ce que nous consommons ici, on préserve quoi? On préserve un emploi. On participe à la dynamique économique. On participe au maintien de revenus. Et vous l'avez si bien dit dans votre introduction, ce n'est pas que seulement un patriotisme économique, c'est bien au-delà d'un patriotisme économique, c'est une obligation de participer au développement holistique de notre pays. Et ça concerne tous les citoyens, aussi bien les gouvernants que les gouvernés. Allez, honorable, vous avez de très grands arguments pour défendre votre cause, le combat que vous portez aujourd'hui. Mais faisons simple. Les citoyens que nous sommes, combien de citoyens peuvent s'offrir le luxe, par exemple, de voyager lorsque vous prenez la route Cotonou-Parakou, simplement, l'aller-retour, ça peut vous revenir autour de 12 000, si je considère que c'est 6 500 francs. Pour faire du tourisme, ce sont les moyens. Aujourd'hui, vous savez que les chocs exogènes font que nous n'avons pas assez de moyens, la crise économique et tout. Combien de Béninois peut quitter sa maison pour dire je vais faire le tour du Bénin, je vais aller, même les fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux, ils doivent partir avec leur famille peut-être, faire le tour du Bénin, aller à Natitengo, aller à Kandi, quitter Natitengo pour peut-être à Bomé pour aller voir à Gongointo, je ne sais quoi, beaucoup les musées et tout. Et aussi, les tissus dont vous parlez, ça a un coût. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, j'écoutais une très bonne émission d'un pays qui parlait des colonies de vacances intercommunales. Et qui plus est, quand on parle, ça fait peut-être, c'est culturel. Vous savez, se faire plaisir parfois, les gens diraient que c'est un luxe. Et vous allez vous rendre compte qu'au même moment, quand on fait des obsèques, la personne qui n'avait peut-être pas ces 20 000 dont vous parlez, les trouve rapidement pour les obsèques. N'arrive pas à se faire plaisir elle-même, mais pour les obsèques, trouve néanmoins des ressources. Vous voyez le paradoxe? C'est pour ça que je dis que c'est une question d'éducation et de culture. C'est une question de mindset et on va y arriver progressivement. Sortir et aller visiter un endroit, au-delà de la distraction, c'est que c'est de la culture également. Et nous allons vers quoi? Créer des ambassadeurs. C'est une mentalité. Celui qui est mort ne mourra pas une seconde fois. Vous le faites une fois, vous savez que c'est terminé. Se faire plaisir, quand vous prenez du goût, bon, il faut continuer. Vous allez peut-être dans la Takura aujourd'hui, les vacances prochaines, il faut aller dans la zone de Sakété pour aller se ressourcer, ainsi de suite. Oui, mais en fait, il faudrait davantage communiquer sur ce que je suis en train de défendre en termes de tourisme domestique. Vous savez, il y a des agences, par exemple, de tourisme qui font des propositions. Et quand vous prenez les touristes étrangers, ce sont des gens qui se sont préparés pendant au moins 5 ans. C'est une question, comme je l'ai dit, d'éducation et de préparation pour dire, mais écoutez, notre pays, nous devons le construire. Ce n'est pas seulement, le développement n'est pas seulement l'apanage des élus, des dirigeants, mais c'est aussi que le citoyen qui est dans le dernier village de notre pays doit y participer. Et ça, nos élus locaux, on va faire des sensibilisations pour montrer que même juste à côté, peut-être, les gens sont peut-être à Natitengo, ils ne connaissent pas Kondé, les gens sont à Natitengo, ils ne connaissent pas Wassapéonko. Ce n'est pas dire que venez d'abord à Cotonou, c'est déjà important de connaître juste mon voisin, ce qui va faire quoi? Qu'on en arrivera à créer ce qu'on appelle l'État-nation. Je ne connais pas chez d'autres. Vous avez vu aujourd'hui, même pour faire des positionnements, il faudrait qu'on soit de la localité. Vous vous rendez compte? Alors que dès qu'on a ce brassage-là ethnique, ce brassage interculturel, ça nous permet de mieux connaître l'autre, de comprendre ses problèmes et ensuite de co-construire. L'intercommunalité va permettre de régler cela et de permettre de booster le tourisme à l'interne.
Vous avez sorti tout à l'heure dans vos réflexions le mot obligation. Est-ce que vous serez tenté de proposer une loi pour amener les Béninois à faire du tourisme intérieur, par exemple? Oui, ça dépend en fait. Comme je l'ai dit, il y a des actions qui sont des actions volontaristes. Nous commençons déjà par avoir un groupe de volontaires pour pouvoir faire cette tournée juste à côté. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont à Cotonou et qui ne connaissent pas Gambier, qui sont à Cotonou qui ne connaissent pas Soava, qui ne connaissent pas Ouida. C'est déjà commencé comme ça petitement. Puis après, on verra pas la suite. Toujours est-il que par rapport au consommé local, dans nos bureaux, et je ne parle pas que du tourisme local seulement, du tourisme domestique, mais également c'est du consommé local de façon holistique. Dans nos bureaux, l'un des combats que je mène, c'est que même l'ameublement, quand on est déjà une partie, ne serait-ce que un certain pourcentage dans les marchés publics, pour permettre à nos artisans, pour qui nous nous battons si tant, pour qui il y a quand même un cadre, je vais dire, juridique, il y a des fonds, eh bien, il faudrait qu'on puisse leur créer des accès au marché. Et l'accès au marché également, c'est dans le tourisme, les agences de tourisme, et qui sont là, mais qui payent les impôts, qui emploient les gens. Et donc, avec les agences de location, c'est de voir et d'étudier les prix en tenant compte du pouvoir d'achat du Béninois. Oui, mais à vous écouter, c'est à croire que c'est aujourd'hui que ces problèmes existent. Avant d'être au Parlement, vous êtes passé par le ministère du Commerce. Vous avez la possibilité, par exemple, d'agir et de prendre certaines décisions en faveur des artisans. Est-ce que ce fut le cas? Oui, si vous avez fait attention, vous allez vous rendre compte que dans la zone UEMOA, tous les mois d'octobre, on célèbre le mois du consommé local. Et cela est parti du fait que les ministres du commerce et des PME, après avoir fait une étude dans l'ensemble des pays de la zone UEMOA, se sont rendus compte que les populations avaient une consommation extravertie. Or, nous parlons de développement. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on importe plus, eh bien, la balance commerciale devient déficitaire. Et donc, or, si on exporte plus, on crée déjà la dynamique du marché local et du marché extérieur. Cela garantit des emplois. Quelque chose se fait. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, que ça soit... Quelque chose se fait, mais dans quelle portée pour impacter vraiment les artisans? Vous avez évoqué par exemple que dans l'administration, on peut faire l'option de créer des marchés, un pourcentage aux artisans pour davantage consommer leurs produits. Mais c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui êtes à la tête de l'administration. Oui, pourquoi ce n'est pas le cas? Et en fait, il y a une loi qui donne une part de marché public au Made in Bénin. Qu'est-ce que ça représente vraiment en termes de pourcentage, ce que les artisans représentent pour notre pays comme potentialité? Non, mais c'est déjà un pas. Vous savez, l'un des problèmes sur lesquels nous nous battons également, c'est le problème de la qualité et de la mise à échelle. Parce que ça, c'est Vous avez encore des doutes sur la qualité de nos produits, ce qui est fabriqué au Bénin? Non, ce dont je parle, il y a des normes, il y a des certifications, il y a des endroits. Je prends juste quelque chose, un cas très simple, c'est la production des jus de fruits que beaucoup font à la maison, dans les mortiers, sans les normes hygiéniques. Vous voyez? Donc tout ça, il faudrait contrôler. Et quand ça doit venir au marché, il faudrait aller voir l'endroit où ça se fait. On dit que ce que nous mangeons est un alicament. On ne peut pas manger. Pour la santé publique, on doit avoir la sécurité alimentaire et des repas équilibrés. Et donc c'est important. Peut-être avoir des machines qui les aident à fabriquer dans des conditions optimales, mais les moyens ne suivent pas. Quelle est la politique de l'État pour booster ceux-là, pour les aider à pouvoir avancer dans ce qu'ils ont embrassé comme métier de produire par exemple des jus? Déjà, je ne suis pas dans l'exécutif, mais je vais vous répondre parce que je suis passé dans un passé très récent. Dans un passé très récent. Dans le secret de voilà. Dans un passé très récent. Vous savez, l'État béninois, il faudrait le féliciter, a fait beaucoup. C'est pour ça que nous avons des différents fonds, par exemple le Fonds de développement de l'artisanat, le Fonds national de développement de l'agriculture, le FNDA, il y a l'ADPME, il y a des structures qui ont été mises en place avec beaucoup
de fonds, je vais dire des montants colossaux pour pouvoir justement aider à booster l'entrepreneuriat et à faire en sorte que les gens entrent dans cette dynamique. Vous savez, aussi, je lui ai dit, ayant été entrepreneur, on ne se lève pas pour se décréter entrepreneur. Et ça, c'est important. On a un modèle économique qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir régler un problème, donc trouver une solution à un problème qu'on a découvert, et c'est ce qui fait qu'on passe de l'idée à l'entreprise. Et ça, c'est important qu'on puisse en parler également. Je vous dis que c'est une dynamique, c'est une dynamique d'ensemble. Et quand c'est une dynamique d'ensemble, il ne faut pas juste jeter la pierre à une partie, mais nous co-construisons. Et c'est continue, hein, on ne jette pas la pierre aux consommateurs, mais à leur niveau, pour vous qui connaissez un peu le secteur, qu'est-ce qui coince pour que le consommateur béninois n'adopte pas les produits locaux, où on assiste toujours aux produits importés qui supplantent les produits qui sont produits chez nous? Est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est la qualité, ou simplement une question d'habitude? Il y a plusieurs problématique à ce niveau. C'est vrai que la plupart du temps, on parle de prix, mais je l'ai dit une fois dans une de mes interviews. Vous savez, quand vous avez deux produits, vous avez un produit qui coûte 700 francs et qui est le Made in Benin, et un produit qui est importé qui coûte 500 francs. Tout de suite, le réflexe du consommateur qui veut quand même épargner, qui veut économiser un peu, il ira vers le produit qui coûte 500 francs, sans savoir dans quelles conditions ce produit a été fait. Et qu'est-ce qu'on remarque? Je le dis, au fil du temps, quand vous prenez ces produits, vous pouvez développer un certain nombre de maladies. Et je dis, faites la balance. Peut-être les 200 francs que vous n'avez pas voulu mettre en plus sur ce produit de qualité made in Benin, et dont vous avez la possibilité d'aller visiter l'endroit de fabrication avec une traçabilité certaine. Mais ce produit que vous avez trouvé cher, et vous avez préféré le produit moins cher dont vous ne connaissez ni la provenance, ni le lieu de fabrication, et in fine, vous dépensez beaucoup en pharmacie. Mais faites le choix. On revient toujours à la même démarche qui est l'éducation du consommateur, l'éducation de la population, en disant que aujourd'hui, nous prenons nos matières premières que nous transformons. Nous transformons une partie pour notre marché et pour encourager vos enfants, nos enfants, les jeunes, les femmes qui y travaillent. Il faudrait qu'on consomme. C'est un sacrifice de part et d'autre. Et donc, c'est une démarche citoyenne pour tous. Donc, ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, au-delà de prix, c'est la mise à échelle. Quand je suis entrepreneur et que je fais des produits juste peut-être une douzaine, 2 douzaines, et que quelqu'un d'autre en fait 500 000, vous êtes d'accord avec moi que le prix de celui qui a mis à échelle sera moins cher. Et la plupart du temps, ce sont des grandes industries qui le font. Et donc, ce dont nous parlons en termes de solutions, où nous attirons l'attention de nos entrepreneurs, c'est de pouvoir se mettre ensemble et de prendre des matières premières en gros, ce qui fait que le prix d'achat revient moins cher et par conséquent, le prix de vente est adapté à la bourse du Béninois Landa. Voilà. Après ça, il y a des circuits de distribution, évidemment, qu'il faut voir afin que le produit arrive jusqu'au consommateur final. Je pense qu'il y a déjà un écosystème qui est mis en place et qui est en train de se développer, et puis progressivement, on va y arriver. Vous avez proposé que les députés, vos collègues députés à l'Assemblée nationale, portent des tenues confectionnées à partir des pagnes tissées de chez nous, localement donc, lors de la prochaine rentrée parlementaire. Et ça veut dire que vous souhaitez voir vos collègues députés en tenue locale, tout le monde? Mais je le répète, c'est pas encore une fois d'être à 100%. Vous voyez? C'est l'idéal. Et puis après... Quand on voit ce qui se passe chez nos voisins au Burkina, au Nigeria, ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Non, il faudra aller doucement. Les gens ont leurs habitudes. Et je lui dis que
il faudrait aller progressivement. Nous parlons, il y a un de vos amis qui disait du convolution, c'est-à-dire qu'on va vers il faut évoluer progressivement. L'idéal, et c'est mon souhait, ça je l'ai dit, c'est de mettre ce qu'on produit au Bénin. La dernière fois, le gouvernement a fait la nuit du convoi de l'Indigo. J'espère que vous l'avez suivi. Donc, et puis, il y a des modèles qu'on peut porter au quotidien. Donc ça, c'est un pas. Célébré bien loin de ces femmes qui souffrent à longueur de journée à tisser ces tissus, bien loin de notre localité. C'est le sentiment qu'on peut y avoir. Non, mais c'est acheté chez eux. On aurait pu délocaliser une telle célébration. Voilà, et mettre des outils adaptés à leur disposition. Alors, ça se fait, je voudrais revenir sur ça. Ça se fait. C'est pas le sujet de notre oui, je sais, mais il y avait des artisans là, il y avait des artisans, il y avait des tisserands. Vous savez bien que dans quelles conditions ces femmes, pour la plupart, travaillent dans nos villages pour produire ce tissu. Peut-être que ce serait même ôté bien que cette célébration soit dans ces villages-là. C'était un petit commentaire. Non, peut-être que ça viendra. Je pense que ceux qui l'ont initié vous écoutent et donc ils vont en tenir compte. Ce qui est sûr, c'est la première édition. C'est vrai que ça a été fait déjà quand le ministre Lazare Serruta était là. C'était la nuit du Canvor. Aujourd'hui, c'est la nuit du Canvor et de l'Indigo. Évidemment, c'est la première édition et la première édition, c'est au niveau de notre capitale. Mais ça va se délocaliser certainement. Je pense que ceux qui sont à même de prendre cette décision nous regardent en ce moment et ils en tiendront compte. Si pour le premier discours sur l'état de la nation du chef de l'État à l'Assemblée nationale, il venait en costume cravate, que diriez-vous? Ah ben, écoutez, ça me peinerait. Je le dis, en même temps, si c'est le costume fabriqué par nos couturiers, parce qu'il y a des couturiers, nos artisans qui confectionnent de très beaux costumes, oui, parce que je le dis et je ne cesserai de le dire, quand on regarde la tête, c'est un exemple et on suit cette tête. Donc c'est un plaidoyer que vous lancez en même temps. C'est un plaidoyer que je lance et sans compter que je trouverais le chef de l'État très beau dans nos tissus made in Bénin. Vous savez, soit dit en passant, le président Patrice Talon avait porté, si vous vous rappelez, une saharienne et ça a fait un buzz. Parce que c'était la première fois... je ne me rappelle plus de l'occasion exactement, mais il avait porté, et c'était fait ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela a été dupliqué par plusieurs stylistes pour dire que nos autorités même peuvent être, n'est-ce pas, des top modèles. Et parce que l'occasion de la reddition de comptes, c'est bien possible. Je pense bien. Peut-être des vaudouilles aussi. On va évoluer dans ce débat. La question du conditionnement, honorable député, de la conservation et des normes sanitaires reste un défi majeur pour nos producteurs. Quel rôle précis doivent jouer les structures de contrôle et de normalisation pour rassurer la population? Et pour vous qui êtes député à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut espérer, par exemple, que ces structures viennent répondre à vos questions à l'Assemblée nationale sur comment elles arrivent à contrôler justement ces produits qui sont fabriqués et dans quelles conditions? Déjà, par rapport à l'autorisation de mise sur le marché, par rapport au travail que fait l'ABSSA, par rapport au travail que fait l'Agence de normalisation et de la métrologie et bien d'autres structures, pour dire qu'il y a des structures qui sont là, qui sont à même de certifier la qualité. Elles sont débordées. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons des plaintes, par exemple, sur la fabrication du fer à béton. Les gens se plaignent de la qualité. Alors, est-ce que ces structures ont vraiment les moyens d'assurer ce service de contrôle? Non, je pense que la question doit être posée parce que, à ce que je sache, jusqu'à ce jour, en dehors des entrepreneurs
qui, ma foi, dès mon élection, m'ont interpellé en disant, ben, aujourd'hui, vous êtes notre ambassadeur, donc l'ambassadrice des PME à l'Assemblée nationale, et vous devez plaider pour nous. Je n'ai pas encore eu de plainte par rapport au faire, à ce dont vous parlez. Donc, je dis une fois encore, il y a un travail de contrôle qui est fait sur le terrain. Si maintenant, comme vous le dites, la masse du travail est grande, les autorités compétentes nous écoutent, elles aviseront pour voir comment, n'est-ce pas, pallier ces différentes insuffisances. On va parler maintenant de la présence des produits béninois dans les grandes surfaces et les réseaux de distribution modernes. Ça reste encore timide, c'est un constat qui saute à l'œil. Quand vous allez à des foires et tout, eh bien, on le remarque. Comment contraindre ou inciter la grande distribution à faire une place de choix aux champions locaux? Déjà, c'est... comme vous l'avez vu, on a un fleuron industriel. Pour pouvoir aller à l'international, il faut être capable de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle à l'international. Donc, c'est de dire et de respecter un certain nombre de normes, un certain nombre de certifications. Et ça, c'est des processus assez difficiles, assez longs. Et il faut un accompagnement pour que cela puisse se faire. Et je lui ai dit, d'autant plus que j'ai des entrepreneurs qui veulent bien avoir leurs produits dans des grandes surfaces, mais le parcours est assez difficile en termes de coûts. Et vous savez, les autres, ils ont une façon intelligente de protéger leur économie. Et donc, ils privilégient d'abord les produits de chez eux et donc ils mettent ces barrières intelligentes en demandant des certifications qui, ma foi, découragent les entrepreneurs au regard du coût. Et il va falloir travailler pour déjà régler cela, ces certifications, afin que d'égal à égal, on puisse parler avec nos partenaires. Tant qu'on accepte les produits des autres, il faudrait qu'ils acceptent nos produits. Et donc, cela en amène aux échanges à grande échelle et dire que, écoutez, dans le partenariat commercial, aujourd'hui, les pays africains sont complètement décomplexés. Donc, ils vont d'égal à égal pour discuter avec les partenaires. Et ça, il nous revient, franchement, au niveau de nos plus hautes autorités de prendre les mesures qui s'imposent. Vous savez, en 2050, l'Afrique va être le plus grand marché mondial. Et un habitant sur 4 sera africain. Donc c'est un marché, c'est un gros marché. Et pour moi, c'est déjà même cette intégration africaine, cette intégration économique, c'est de ça qu'il faut parler. Nourrir notre population, produire pour notre population et faire en sorte que nous ayons dans chaque pays des hubs industriels, des hubs technologiques et qu'il y ait le produit nigérian qu'on va trouver ici, qu'on puisse le trouver ailleurs, le produit béninois qu'il y a ici, qu'on puisse le trouver dans d'autres pays, de telle sorte à ce que ce gros marché, on puisse en tirer profit. C'est d'abord la priorité avant d'aller à l'extérieur. À l'extérieur, ce dont les gens ont besoin, c'est très clair. Ils veulent beaucoup plus de matières premières, mais nos pays ont compris qu'il faut transformer une bonne partie pour avoir de la valeur ajoutée afin de nous mettre définitivement dans la voie du développement. On est sur la voie du développement, mais il faudra aller plus loin. Les matières premières, le Bénin en a beaucoup, transforme encore trop peu. Comment on peut l'expliquer? Non, mais ça commence, hein, il faudrait déjà aller, il y a une bonne partie. Vous allez parler de la GDIZ. Oui, entre autres. La quantité qui se transforme là-bas est encore très minime. Non, mais les entreprises, je vous dis que les entreprises ont même encore besoin de beaucoup de matières premières. Il y a des entreprises qui ne travaillent pas au rythme qu'il faut, en tenant compte des investissements. Ils ont encore d'autres capacités. Donc, il faudrait vérifier cela. S'il y a beaucoup de choses qui se font, et c'est à saluer. Et c'est à saluer et à encourager. Et il y a les autres zones
économiques, les autres zones économiques spéciales qui sont en train de se mettre en place justement pour pouvoir transformer notre matière première. Vous savez, on est dans une dynamique qui est très claire et ça, le gouvernement, le gouvernement du président Talon, le gouvernement Le président Wadaï. de Wadaï l'ont si bien compris que aujourd'hui il y a des pôles de développement qui vont se mettre en place et au niveau de ces pôles de développement, il va y avoir des unités de transformation, il va y avoir des industries qui vont travailler les matières premières locales de telle sorte à ce que on crée de la richesse localement et que on investisse localement et aussi qu'on puisse attirer les ressources locales afin que ceux qui ont des capitaux, parce que dans nos différentes communes, il y en a qui sont quand même nantis et qui ont leur épargne sous leur matelas. Et donc, il faudrait leur montrer qu'il est possible d'investir dans des unités de transformation, dans les usines, dans les industries qui seront créées dans leur localité afin qu'ils soient complètement et totalement participants du développement holistique de leurs différentes localités. Allez, ceux qui sont acteurs du Made in Benin se plaignent d'une chose, c'est sûr que vous en savez quelque chose, la rigidité du système bancaire. Vous avez parlé de deux fonds, je crois, le FNDA et puis un autre fonds tout à l'heure. Mais quels sont ces leviers financiers qu'on peut mettre en place pour activer et financer la chaîne de valeur locale qui puisse permettre quand même à un grand nombre d'accéder au financement pour être soulagé. Notamment les PME, les tout petits artisans qui ont besoin vraiment de capital. D'accord. Et déjà, il faut savoir que les banques sont commerciales. Elles ne sont pas des philanthropes. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que dans la banque... Est-ce que l'État ne peut pas discuter avec eux pour enfin, réduire un peu la rigidité pour permettre aux artisans de moins souffrir? Je vais en venir à cela. Vous savez, dans le financement, il y a plusieurs types de financement. Et les banques, dans toutes nos discussions et même des études qui ont été faites, les banques viennent pour le développement de l'entreprise. Quand je veux commencer, quand j'ai mon idée, je passe à la mise en œuvre de mon idée. Ne demandez pas à un banquier de venir tout de suite y investir. Il y a un grand risque. Oui, il y a le risque, mais c'est pour dire que il y a aujourd'hui ce que l'État est en train de développer, c'est le capital investissement. Le capital investissement, c'est le private equity. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont des capitaux et il y a des entrepreneurs qui sont à besoin de capitaux. Alors, comment on met les deux ensemble pour que l'entreprise puisse naître et ensuite croître? Et ça, c'est ce qu'on appelle le private equity. C'est-à-dire que je crée mon entreprise, j'ai besoin de capitaux, je vais voir, je peux vous voir, je peux voir d'autres personnes pour dire, ben, écoutez, j'ouvre mon capital à hauteur de 30%, j'ai besoin de 5 millions, j'ai besoin de 10 millions, et bien on s'entend, on structure la façon dont vous allez investir et vous devenez membre ou membre à part entière ou peut-être temporairement. Ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être ad vitam aeternam. Ça dépend de comment on structure, n'est-ce pas, l'arrivée des capitaux dans l'entreprise. Donc, il y a ces leviers-là de financement que les entrepreneurs peuvent exploiter. Il y a également la Bourse régionale des valeurs mobilières qui aujourd'hui a des tickets pour de petites entreprises. Et la dernière fois, j'étais à Parakou, au Parakou Investment Forum, et il va falloir que les entrepreneurs puissent aller à la quête de l'information. Vous savez, l'information est éclairable. Vous connaissez un peu la plupart de nos artisans, ils sont dans nos petits quartiers, dans nos villages. Voilà, le niveau de culture n'est pas forcément celui que vous évoquez là. BRIFM, voilà, c'est un peu le haut niveau. Alors, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, ce dont je parle, en même temps, tout le monde a un portable. Hein. Et donc, les informations passent
même en langue. Et quand je parle, c'est vrai, la bourse régionale des valeurs mobilières, vous avez trouvé que c'est le haut niveau, mais en même temps, l'investissement local, c'est possible de l'avoir. L'artisan qui est là, et c'est pour ça que les structures doivent informer. Il y a je crois la chambre des métiers, il y a quand même des fêtières qui sont là et qui donnent des informations. Et également sensibiliser une fois encore, comme je l'ai dit, à les différentes populations du fait que au-delà de l'épargne classique, on peut investir dans d'autres structures, dans des entreprises et pouvoir... on gagne en fait deux fois. Non seulement on permet à l'entreprise de grandir, mais on a un retour sur investissement. Et ça, c'est des structurations qui se font derrière et ça se met de plus en plus en place. Il y a ce qu'on appelle également le love money. Quand on commence en réalité... Je ne suis pas sûr que vos soeurs comprennent ce que vous dites en anglais là. Non, ce sont des fonds qui sont donnés par les membres de la famille et l'entourage. Généralement, quand je veux commencer mon petit commerce, la personne que je vois, c'est soit mon mari, c'est soit mon papa, soit un ami et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit love, c'est-à-dire amour. Donc, on a ce financement, c'est peut-être 50 000. Je commence avec 50 000, je commence avec 100 000, je commence avec un petit montant juste autour, même ça peut être même 5 millions. Parce que parfois, autour de nous, les gens ont des ressources, mais ils veulent être sûrs que vous êtes crédible et qu'ils peuvent investir. Vous savez bien qu'il y a aussi un des critères qui est très important, la crédibilité. Voilà. Nous allons glisser sur le second axe de nos discussions. Nous avons environ une douzaine de minutes encore. Le temps passe très vite. Vous permettez, vous savez, au cœur de tout ce qu'on dit, et ça, c'est pour aborder le second axe de notre discussion. Il y a la femme. Et dans un contexte où nous nous apprêtons à célébrer le 66e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, on veut bien comprendre comment le pays a fait ce parcours avec la gente féminine, la contribution des femmes au développement du Bénin. Quand on évoque une thématique du genre, à quoi vous faites allusion? À quoi ça vous renvoie? Alors, que le Bénin ne peut se construire sans la gente féminine et que pendant des décennies, les femmes ont contribué énormément à l'émergence politique et économique de notre pays. La preuve est que nous avons un monument, je vais dire, qui est érigé pour montrer la trajectoire et le parcours de nos braves guerrières des Amazones. Et aujourd'hui, cela continue. Regardez un peu avec la dernière nomination du capitaine Elvire Toupé, qui est la première femme aide de camp. Ça veut dire que même au niveau de la sécurité, les femmes sont présentes. C'est un discours que tout le monde peut tenir. En dehors de ça, qu'est-ce que nous avons, vous pouvez nous donner à mettre sous la dent pour montrer vraiment que les femmes ont véritablement poussé ce pays au niveau où il se trouve. On veut des arguments plus solides. Oui, mais c'est ce que je donne. Ça c'est un argument concret. C'est une femme. C'est une femme qui est là pour dire que la sécurité aujourd'hui n'est pas le leadership. La sécurité ne sont pas l'apanage de genre d'un homme. Et ça, c'est à saluer. Aujourd'hui, nous avons la directrice du lycée militaire. J'entre dans la sécurité parce que quand on parle sécurité, c'est masculin. Et aujourd'hui, nous avons les femmes qui s'imposent. Nous avons eu des femmes au niveau politique, présidente de la Cour constitutionnelle. Ça, ce sont des avancées. En 66 ans, ce sont des avancées. Nous avons aujourd'hui un quota au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a 28 femmes. C'est une avancée. Nous avons des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Ce sont des avancées. Et ça, c'est important de le dire. Au-delà de ça, nous avons des femmes chefs d'entreprise. Nous avons également ces femmes qui sont dans nos zones rurales et qui nourrissent le monde, qui participent à la sécurité alimentaire. Nous avons des femmes agricultrices. Quand on parle aujourd'hui de carité, mais celles qui transforment le carité au-delà de ce qui est industrialisé, ce sont des femmes. Celles qui transforment
les produits forestiers, contre les produits forestiers non lignés, ce sont des femmes. C'est qui sont dans la médecine. On a les femmes de grands docteurs, de grands professeurs. On a la présidente de ma commission qui a été la première femme agrégée en chimie. Ce sont des avancées. Vous parlez de qui? Du professeur Éléonore Yahi. Ce sont des avancées à saluer et qui montrent aujourd'hui que la place est faite aux femmes. Et évidemment, il revient aux femmes, même comme je l'ai dit, de se l'approprier. Parce qu'elles sont la matrice du monde. Quand on crée le monde, on a de l'énergie, on a la force, on utilise nos soft power pour pouvoir nous imposer partout. On a des femmes qui conduisent des tracteurs. Je pense que vous l'avez montré dans vos différentes émissions. C'est dire que la femme n'est plus reléguée juste à son rôle originel qui est femme au foyer, femme qui éduque les enfants, tout simplement, mais elle sort et elle participe dans la transformation structurelle de notre économie. Ce que vous décrivez semble être une progression, si j'en conviens avec vous, mais est-ce qu'il y a encore des blocages à l'ascension des femmes ou je dirais même à des fonctions stratégiques? Certainement, vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. On est complémentaires. On n'est pas je suis une afroféministe. Ça, je le dis, je le revendique. Je dis bien afroféministe. C'est-à-dire que je ne reste pas en disant que je vais être un homme. Je suis une femme. Et j'assume cette posture de ma féminité. Vous voyez, il y a des métiers où on a besoin de force, de muscles et tout ça. Je ne peux pas faire ce métier-là, mais je peux faire d'autres métiers. Je peux être même chef de celui qui fait ce métier. Vous comprenez? Et donc ça, c'est important. Et l'afroféministe, c'est celle qui va négocier, c'est celle qui ne va pas s'imposer, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Apprendre avec les autres, co-construire. Les hommes sont nos partenaires, les femmes et les hommes. On a besoin de la femme, on a besoin de l'homme pour pouvoir pérenniser l'espèce humaine, n'est-ce pas? La question relative au blocage, au goulot d'étranglement pour permettre véritablement l'ascension des femmes, il y a encore dans nos localités, les zones reculées, des femmes qui sont soumises à des maltraitances, les jeunes filles qui subissent toujours le mariage précoce, ainsi de suite. Vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez faire véritablement pour apporter une thérapie de choc à ces problèmes-là que rencontre toujours la femme? Il y a beaucoup de lois qui sont votées. L'INF est en train de faire un travail. Oui, ça existe, mais on en rencontre toujours. Il y a toujours des problèmes sur le terrain. Oui, tout à fait. La sensibilisation doit être continue. Les chefs traditionnels doivent être impliqués et pour montrer que la femme n'est pas un objet. On ne chosifie pas la femme. Et ça se fait déjà, mais c'est progressif. Vous savez, c'est difficile de changer du jour au lendemain des comportements, mais le travail est en train d'être fait. Aujourd'hui, il y a des dénonciations. Et même le mari aujourd'hui fait attention avant même de hausser la voix au niveau de sa femme, parce que la loi est là pour protéger. C'est vrai qu'on parle de la discrimination positive, on parle de ce qui permet le plein épanouissement de la femme, et ce qui est normal. Vous-même, vous ne pouvez pas imaginer ou accepter qu'une fillette soit violée, soit violentée, soit agressée sexuellement. Et ça, vous le faites déjà. À l'entame, je l'ai dit, tout ce que nous faisons est une co-construction. Aussi bien les citoyens et les citoyens aussi aujourd'hui dénoncent. Les femmes ont des endroits où elles peuvent aller parler quand elles se sentent menacées. Nous continuons. On a un grand outil, je vais dire, un grand organe au Parlement, le caucus des femmes, qui fait un travail formidable sur le caucus des femmes. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de continuer à faire les plaidoyers, à sensibiliser et évidemment à sanctionner quand il le faut. Honorable, vous dites qu'il ne faut pas chosifier la femme, mais je ne sais pas si vous observez un peu le spectacle désolant que nous enregistrons sur les réseaux sociaux, de jeunes filles qui se mettent nues sur les réseaux sociaux, qui tiennent des discours
qu'on est obligé de réprimander des jeunes filles qui véritablement ne donnent pas du tout l'exemple et elles sont de certains niveaux. C'est dommage, mais quand vous voyez ça, est-ce que cela ne vous fait pas de la peine? Est-ce que cela peut amener les hommes véritablement à bien traiter la femme, ces jeunes filles-là, par exemple? Déjà, chacun est libre de tenir les propos et ça n'engage que lui. Oui, mais ça fait des tics sur dans la tête d'autres femmes qui peuvent copier ces exemples-là, malheureusement, dans nos sociétés où nous avons les smartphones, nous voyons tout ce qui défile, les autres filles ont accès à ça. Oui. De vos jeunes sœurs. De vos jeunes sœurs qui vont prendre la relève demain, qui seront peut-être appelées à militer dans des partis politiques, à nous représenter à l'Assemblée nationale, à occuper des postes que vous avez occupés avant d'être aujourd'hui au Parlement. Vous savez, c'est très clair, ça a été mis, des actes impudiques sont punis. Ça, c'est clair. Donc, c'est juste, quand on pose des actes, il faudra assumer ses responsabilités. C'est continuer, comme vous êtes en train de le faire, attirer l'attention sur le fait que, écoutez, il ne faut pas franchir le Rubicon. Quand vous franchissez le Rubicon et que vous allez dans le public pour poser des actes impudiques, écoutez, il y a la répression qui sera là. C'est aussi simple que ça. Donc, l'éducation, comme je l'ai dit, c'est un tout. On sensibilise, on éduque, mais il y aura toujours des brebis galeuses. Ça fait partie également du monde, mais on va continuer, puisque l'être humain en lui-même n'étant pas parfait, donc nous allons continuer par faire des sensibilisations. Avec cette imperfection dans vos rangs. Nous allons continuer parce que pour finir avec une dernière question, c'est comment vous, à votre position aujourd'hui en tant que femme d'impact, vous puissiez vraiment toucher cette jeune génération à relever les défis de la gouvernance du numérique et de l'innovation de demain. Certainement pas avec ces comportements-là. Oui, vous savez, tout récemment, il y a une loi qui a été votée dans un pays à l'extérieur interdisant l'utilisation des smartphones et puis malheureusement de certains réseaux qui, ma foi, dénaturent les choses. En réalité... Est-ce qu'on va y arriver là aussi? L'outil numérique devait servir à l'éducation et au développement. Et à partir de cet instant, c'est de voir dans quelle mesure, peut-être à un moment donné, si ça déborde et que ça touche nos mœurs, si ça... Mais il faut... Non, est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Je n'ai pas fait les statistiques, je ne pourrais pas dire en termes statistiques, nous parlons de quelque chose qui est factuel et qui a besoin d'avoir des statistiques pour dire, mais à partir de ce moment-là, le peuple ou la population ou les jeunes sont en danger. Ce qui est sûr, il faudrait comprendre que à un moment donné, les parents sont interpellés, parce que c'est ça. L'éducation commence à la maison. Les parents sont interpellés à quel moment on utilise le portable, on utilise les réseaux sociaux. Quand on laisse sa progéniture utiliser les réseaux sociaux jusqu'au-delà des erreurs sans savoir exactement sur quel réseau elle va, ça pose problème. Donc la première des choses, on ne peut pas aller de maison en maison éduquer, c'est passer un peu comme sur ce plateau que vous nous offrez pour dire, écoutez, faites attention, tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément ce qui est bon. Les gens, même parfois, ils peuvent vous faire croire qu'ils ont voyagé aujourd'hui. Vous savez comment ça se fait. On fait des montages et puis la personne qui est là, qui regarde, puis dit, je veux m'identifier. Attention. Et ça nous interpelle tous, aussi bien les leaders, les parents, les enseignants. Et donc, pour que nous puissions avoir une postérité qui va être bien éduquée et qui va continuer, n'est-ce pas, la belle épopée de la construction de notre pays. Allez, si on vous donnait l'occasion d'adresser un message à l'occasion de ces 66 ans d'indépendance aux femmes, aux hommes qui vous écoutent en ce moment, que diriez-vous, Honorable, pour terminer? Alors, je voudrais souhaiter déjà une très bonne fête de l'indépendance à toutes les Béninoises et à tous les Béninois et dire aujourd'hui,
plus qu'hier, nous avons l'obligation de nous tenir la main pour co-construire notre pays. Et co-construire notre pays, ça commence déjà par la consommation de ce que nous produisons, par visiter nos différents sites touristiques et de faire en sorte que nous soyons les ambassadeurs de l'attractivité de notre pays. Et ça, c'est le message phare que j'ai envie de donner. L'indépendance n'est pas que politique, elle est aussi économique. Docteur Émilie Thibouté-Samar, elle est experte en ingénierie sociale, entrepreneuriat et genre, députée à l'Assemblée nationale, membre de la commission éducation, culture, emploi et affaires sociales. Vous avez écouté son message. Elle s'est prêtée à nos questions pendant 1 heure. Vous êtes resté là, vous nous avez suivis. Merci pour votre fidélité. Merci Éric Guédénon. Merci à toute l'équipe de réalisation. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Zone Franche.